Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le conseil régional du Bélier avec à sa tête Jean-Noël Ousou-Kouadio fait le bilan de ces 3 années de gestion. 81 projets ont été réalisés pour un montant de plus d'1 milliard 800 millions de francs CFA. Dans cette édition, nous irons dans l'univers des colonies de vacances, choix de certains élèves pour passer de belles vacances. Cette année, plus d'une trentaine de colonies de vacances sont organisées. En Sierra Leone, les corps de 441 victimes des inondations catastrophiques qui ont touché la capitale Freetown en début de semaine ont été enterrés. Le nombre de disparus est toujours en cours d'évaluation. Une prière a été dite en leur mémoire ce dimanche. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le premier vice-gouverneur du district d'Abidjan, M. Yeo Clocholoma. Avec lui, nous allons échanger sur le bilan des 3 dernières années du prix Alassane Ouattara, du jeune entrepreneur émergent. M. Yeo, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite pour les échanges. Merci beaucoup. Nous vous le disions dans nos titres, le conseil régional du Bélier avec à sa tête Jean-Noël Ousou-Kouadio fait le bilan de ces 3 années de gestion. 81 projets ont été réalisés pour un montant de plus d'1 milliard 800 millions de francs CFA. Abdul-Kader Sugodogo Guédouman, RTI Boaké. Tiendiekro, département de Didiévi. La localité accueille dans le cadre des réunions tournantes la 2e session 2017 du Conseil régional du Bélier. Une rencontre dominée par le bilan de 3 années d'exercice. Ainsi, cette partie du pays a bénéficié de nombreuses réalisations. 81 projets ont été réalisés dans 8 secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'électrification. Les départements bénéficiaires sont Tomodi, Didiévi, Tiebissou et Djekanou. Pour le président du Conseil régional du Bélier, les efforts du président de la République pour l'émergence de la Côte d'Ivoire sont une réalité. Je voudrais lancer un appel à la population de la région du Bélier d'accompagner fortement, sincèrement le président Alassane Ouattara dans son programme de développement économique de la Côte d'Ivoire, dans son programme de construction de la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas faire de développement. Que nous tous nous réunissons autour du président pour apporter l'amélioration du quotidien. Parce que vous savez, quand votre quotidien est bien, vous devenez joyeux, vous contribuez à la paix. D'autres projets vont bientôt voir le jour dans le Bélier. Il s'agit de la production du manioc soutenu par le district autonome d'Abidjan, la culture hors sol de tomates et la pisciculture. Des actions pour lutter contre la pauvreté. La 2e session 2017 du Conseil régional du Bélier à Tiendiekro a pris fin avec l'inauguration de la cantine scolaire de Yobo-Belessou, un village de la sous-préfecture. L'ONG Seva Véhicule donne en collaboration avec l'Union européenne a offert 625 kits d'apprentissage à des jeunes et maîtres formateurs dans divers corps de métier. La valeur du don, 150 millions de francs CFA. La cérémonie des remises a eu lieu à Korogo. Amadou Ouattara, Walter RTI Boaké. Dans le souci de favoriser un apprentissage adéquat, Save the Children offre 625 kits d'apprentissage aux jeunes et aux maîtres artisans formateurs, MAF, répartis dans 13 corps de métier. La remise officielle de ces kits a eu lieu à Korogo. Nous voulons que ces jeunes-là d'abord prennent conscience de l'appui que nous sommes en train de leur apporter en suivant régulièrement les formations qui sont données par les maîtres artisans formateurs. Vassuleman Bamba et Adèle Lacroix-Blanc sont 2 jeunes en apprentissage respectivement dans le domaine de la menuiserie et de la coiffure à Korogo. Comme eux, plusieurs jeunes sont formés dans d'autres corps de métier dont la mécanique et la plomberie auprès des MAF. Formation rendue possible grâce au PRADIEM, projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants de l'ONG Save the Children, financé à hauteur de 80% par l'Union européenne pour une période de 3 ans. Le projet vise à l'amélioration des conditions de vie des adolescents migrants. Les acteurs impliqués dans le PRADIEM sont reconnaissants aux donatrices. Fidéliser les enfants à l'aide de ce projet PRADIEM-là, vraiment est une œuvre salutaire.
Non seulement on leur donne un savoir, mais on leur donne du matériel. Vous ne pouvez pas comprendre comment ce projet est capital dans la vie des Ivoiriens, en un mot dans la vie de l'artisanat. Présentation des résultats obtenus du projet en Côte d'Ivoire et visite de terrain dans les ateliers de formation ont été au menu de la cérémonie. En Côte d'Ivoire, les régions du Béké, du Hambol, du Tchologo et de la Bagoué sont concernées par ce projet qui prend fin en 2018. Les régions du Kabadougou et du Folon ont désormais leur médiateur délégué. Il va renforcer la cohésion sociale en réglant par le dialogue les conflits de toute nature dans ces régions. Il a été investi par le secrétaire général de la grande médiature, nous dit Abou Sanogo. Lansine Touré, investi en qualité de médiateur délégué des régions du Kabadougou et du Folon par le secrétaire général de la grande médiature, en présence des préfets, chefs coutumiers et guides religieux des dites régions. Désormais, les populations des régions du Kabadougou et du Folon n'auront plus à se rendre à Abidjan pour exprimer leurs préoccupations ou requêtes aux médiateurs de la République. Lansine Touré, médiateur délégué nouvellement investi, s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives et les différentes composantes de la population en vue de créer un climat favorable d'entente et de paix. Pour le secrétaire général de la grande médiature, il s'agit pour l'institution de médiation de se rapprocher des populations. Ainsi, le nouveau médiateur délégué aura pour mission de régler par le dialogue les conflits de toute nature opposant l'administration publique aux administrés afin de contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Cette cérémonie d'installation a également été marquée par l'inauguration du siège régional de l'institution de médiation du Kabadougou et du Folon. Un mot de santé, un exercice a été organisé il y a de cela quelques jours au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Cet exercice permet d'évaluer la capacité du système de gestion des urgences sanitaires. Chantal Ouma-Kadan. Au sein de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, se trouve le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Quel est le rôle véritable de cette structure? Le Centre des opérations d'urgence est une structure qui a pour mission essentielle la coordination opérationnelle de la gestion des événements et une urgence de santé publique. Ce centre est un outil de lutte contre les urgences sanitaires. Pour tester sa capacité opérationnelle, un exercice de simulation d'urgence en santé publique y a été organisé. Dr Koulibaly Daouda restitue les résultats de cet exercice de simulation. Nous sommes informés de ce qu'une épidémie de fièvre jaune sévit à Grand Bassam et s'est propagée en Yama, Port-Boué, Bonois. On a une centaine de cas, une dizaine de décès. Nous sommes alertés comment nous faisons face. Il y a la prise en charge des cas, elle doit être rapide, gratuite. Il y a la confirmation de l'épidémie, les prélèvements acheminés à l'Institut Pasteur. Comment acquérir rapidement les vaccins, la lutte antivectorielle, comment les démoustiquer, parce que la fièvre jaune, c'est aussi comme la dengue. Et on a essayé de les mettre en situation. On a par exemple appelé le directeur de la banque de sang. Est-ce qu'en urgence, on peut nous trouver rapidement des poches de sang? Oui. Ils ne savaient pas que c'était un exercice, mais ils ont répondu. Le gouvernement américain apporte son expertise au bon fonctionnement de cette structure. Désormais, il faut compter avec le COUPS dans le cadre de la gestion des événements et urgences sanitaires. Une équipe professionnelle est engagée à riposter aux menaces épidémiologiques de notre pays. Et plusieurs équipes d'intervention rapide ont été également mises en place dans nos régions sanitaires. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. À l'instar des cours de vacances, des jobs et des ateliers comme activités de vacances, certains élèves optent pour les voyages d'études et de découvertes. Cette année, plus d'une trentaine de colonies de vacances sont organisées ici en Côte d'Ivoire, sous Touré. Après 2 semaines passées au Ghana, c'est le retour de la colonie. Le car affrété pour la circonstance gare au lieu indiqué afin que les parents viennent chercher leur progéniture. L'ambiance est bonne enfant. Pendant 2 semaines, vraiment, la maison était vide. Ils nous ont manqué les cris, les questions. Bon, les retrouvailles sont bonnes.
Lorsqu'arrive le moment de la séparation, encadreurs et enfants se serrent les uns contre les autres. C'est l'émotion. J'ai gagné plein d'amis, mais c'était bien là-bas. J'ai encore envie de retourner là-bas. Tout comme le camp, le club, les ateliers de vacances, les voyages d'études et de découvertes, la colonie de vacances fait partie des activités socio-éducatives. Cette activité désigne l'ensemble des opérations organisées et menées dans le cadre de la socialisation et de l'épanouissement intégral de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune. L'objectif est d'apporter un complément à l'éducation formelle de l'enfant et de contribuer à son développement physique, psycho-affectif, intellectuel, moral et spirituel. On a dansé, on a joué, on a fait beaucoup d'activités, on a fait du sport. On faisait des sorties à Accra, à la piscine, c'était vraiment cool. Je peux entretenir maintenant une relation avec quelqu'un en anglais, je peux bien parler. J'essaie de demander certains trucs. Par exemple, le prix de quelque chose. Je peux dire how much. Ou bien si je demande, par exemple, il y a combien de trucs dedans, how many. En colonie, il y a l'éducation. Il faut savoir faire le lit, il faut savoir faire beaucoup de choses, débarrasser la table. Parce qu'il y a des enfants, quand ils viennent, ils n'ont pas ce savoir. Mais on n'accuse pas les parents. Souvent, nos enfants, on a tous des enfants, hein, ils sont des chouchous. Donc quand l'enfant vient, il faut savoir, il faut lui apprendre. Honorine est organisatrice de colonies. Elle en fait 2 ou 3 fois par an. Avec elle, une poignée d'animateurs pour l'encadrement des enfants. Cette activité pour elle est une passion qu'elle développe depuis 10 ans. Mes propres enfants, je suis partie avec eux pour la première fois. Et puis quand j'ai perdu mon emploi dans une compagnie d'assurance, j'ai eu comme ça l'idée d'organiser une colonie, de partir avec des enfants. Pour les encadreurs, chaque voyage est une nouvelle expérience, un nouveau challenge. D'abord, quand les enfants arrivent, le premier jour, c'est triste. Mais à nous d'abord de pouvoir s'égayer, de pouvoir égayer les enfants. Et en 2 jours, ça passe. Et l'enfant, il rentre dans le bateau, il est vraiment égayé, il refuse même de rentrer en famille. Des prestations appréciées par bon nombre de parents qui se disent prêts à débourser au moins 300 000 francs CFA par enfant, sans compter l'argent de poche pour satisfaire leur progéniture. Au regard du coût, les colonies de vacances semblent ne pas être à la portée de tous les enfants. Les mamans m'ont dit que ça s'est bien passé. Je vois que lui, il a envie de repartir. Comme on veut faire plaisir à un enfant, si on n'a pas les moyens, on est obligé de se limiter. Bon, là, c'est dans nos moyens. Pour aider les familles les moins nantis, le ministère des Sports et des Loisirs et celui en charge de la jeunesse organisent des journées récréatives pour égayer les enfants de milieux défavorisés. Le centre aérien d'État consiste à organiser une sorte de colonie de vacances dans une localité, mais à la différence, c'est-à-dire au lieu de recenser les enfants venant de plusieurs villes qui séjournent là-bas pendant 2 ou 3 semaines, dans le centre aéré d'État, ce sont les enfants d'une localité choisie qui sont sélectionnés. Par exemple, cette année, nous serons à Yamoussoukro. La colonie d'État, elle est initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Et malheureusement, cette année, nous n'avons pas de colonie d'État. Les enfants sont choisis selon le mérite. Il y a des années où on a primé l'excellence, ou bien on a primé, ou bien on a mis en avant les enfants qui n'ont pas de moyens. L'organisation d'une colonie de vacances est conditionnée par l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Il faut d'abord être de bonne moralité, parce que ce sont des enfants. Il faut avoir l'amour des enfants aussi, parce que même si on a fait une équipe, mais déjà, le promoteur, il faut qu'il ait cet amour pour les enfants pour pouvoir organiser. Il faut nous fournir un projet éducatif. Le projet éducatif décrit déjà toutes les attentes de la structure. Il faut que le centre qui va recevoir les enfants ait des aires de jeu. Parce que quand on parle d'enfants, il faut mener des activités avec eux. On va demander la liste des enfants, le sexe, et puis pour pouvoir leur affecter une équipe. L'équipe d'encadrement, ce sont des encadreurs qui sont formés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce stage se déroule en général pendant les congés de Pâques, sur 5 à 6 jours, pour leur inculquer les méthodes d'animation au centre de vacances. Selon le ministère en charge de la jeunesse, plus de 30 colonies sont organisées chaque année. Mais malheureusement, toutes ne respectent pas les cahiers de charges. En pareille situation, il leur est simplement retiré l'agrément.
Et toute autre chose à présent, notre reporter Eugène Atoubé était en Chine. Il y a de cela quelques jours, il a visité la télévision d'État de ce pays, la CCTV. Voici son reportage. Du haut de l'immeuble où ces images ont été prises, la perspective est merveilleuse. Voici Beijing qui laisse découvrir et apprécier toute sa modernité et sa fierté. On est particulièrement frappé par la maison de la télévision nationale de la République populaire de Chine, la CCTV, China Central Television, un bâtiment de 50 étages à l'architecture futuriste, dans lequel travaillent plus de 3000 employés, répartis dans tous les métiers de la télévision, et avec eux, les autres personnels qui œuvrent pour que la CCTV soit ouverte sur le monde. Tout aussi frappant, les vastes studios équipés pour les émissions spéciales, spectacles et de divertissement. Le matériel de production et de diffusion de dernière génération, dont un échantillon nous a été montré après délivrance à notre équipe de reportage d'une autorisation spéciale à visiter l'une des régies et le studio réservé exclusivement aux éditions quotidiennes du journal télévisé en français. L'Afrique Info, c'est une émission du journal consacrée totalement à l'Afrique. On veut présenter une Afrique plus dynamique, plus vivante, et puis avec les points de vue des Chinois. De temps en temps, nous avons des reportages concernant Côte d'Ivoire. Il s'agit plutôt du tourisme, de l'économie et des patrimoines naturels et culturels de Côte d'Ivoire. Donc ce sont des reportages qui nous intéressent le plus. La République populaire de Chine s'est dotée d'une télévision à la mesure de l'immensité de son territoire, mais surtout une télévision qui reflète son identité culturelle et ses valeurs. Une mission et un rôle que la CCTV joue admirablement à travers sa déclinaison en 14 supports, des supports auxquels s'ajoutent les chaînes en espagnol et en français qui traduisent l'ouverture de la Chine sur le monde et, plus politique, la défense et l'illustration d'une Chine qui affiche sa grandeur et sa ferme volonté de compter dans un monde globalisé avec la conquête de nouveaux marchés et le renforcement de ses relations d'intérêt à travers une coopération sud-sud. À notre passage à la CCTV, nous avons rencontré des journalistes africains accueillis dans la rédaction de la CCTV. Ils y sont pour 3 à 6 mois dans le cadre d'un stage d'incubation au nom de la coopération sino-africaine. Dans le futur, on a beaucoup d'espace de coopérer. Par exemple, on aura le projet d'établir un bureau ou bien une base de journalistes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, par ailleurs, on peut coopérer très régulièrement entre nos deux télévisions. Par exemple, on peut échanger des informations, des ressources ou bien du personnel pour la formation, par exemple. Après la CCTV, direction la CRI, China Radio International, la radio nationale de la République populaire de Chine. Rien de comparable entre les deux immeubles du point de vue de la beauté et de l'immensité, mais Radio Chine International peut se targuer d'avoir été présente aux premières heures du combat de la révolution de la Chine. Depuis sa création en 1948, comme en témoignent les photos des grands moments du communisme chinois, fièrement exposés, depuis Mao Tse-tung jusqu'à Deng Xiaoping en passant par Xi Jinping. Hier, une des têtes fortes du Parti communiste chinois et aujourd'hui président de la République populaire de Chine. Fièrement exposé aussi de nombreuses photos retraçant l'histoire de l'évolution de Radio Chine International et du matériel d'époque. Nagra Studer, amplificateur, microphone et réglette de montage. Bref, c'est un pan important de la belle histoire de cette maison de radio où travaillent 2000 employés avec 35 représentations et bureaux dans le monde. Et un service en français pour les journaux télévisés, les magazines que la CRI permet à la postérité de découvrir. Maintenant que je suis en Chine, je constate que c'est un autre regard. C'est vraiment un pays extraordinaire. D'abord, les gens. Il y a une certaine discipline au niveau
des Chinois. Vous voyez, la ville même est grande, elle est propre et sécurisée. Partout, nous sommes ici, on peut sortir, on ne nous a jamais posé de problème lorsqu'on circule. Tout d'abord, je vais les inviter à participer aux Fréquences Afrique. Et puis, les autres émissions, par exemple, In Vivo Carnet de route, les émissions culturelles, touristiques, qui va aussi leur inviter à animer un peu l'émission pour parler leur séjour en Chine. Et troisièmement, on va essayer de leur communiquer, de négocier la façon du travail dans les émissions directes. Radio Chine International poursuit sa marche et, comme la CCTV, elle s'est donné une vocation à l'international. D'abord, le tout numérique. Ensuite, la diffusion des émissions en 65 langues et la collaboration avec les francophones, dont les Africains, stagiaires ou bénéficiaires d'un contrat d'1 à 2 ans. Nous corrigeons les dépêches des collègues chinois, nous corrigeons les émissions qu'ils font, nous les présentons aussi. Nous présentons le journal aussi en langue française et nous participons au live, c'est-à-dire une émission en direct qui se fait tous les jours pour 2 heures de temps. Avec les gros moyens que l'État chinois donne à sa radio et à sa télévision nationale pour accompagner son ouverture sur le monde, on comprend que l'Empire du Milieu veut être vu et entendu sous tous les horizons, avec un regard bien différent. Aujourd'hui, son propre regard. Le dossier signé Eugène Atoubé. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler des légendes du peuple tagbanan, mises en exergue à travers l'émission Topé produite par la radio de proximité et de la localité. Les populations adhèrent à cette production qui pérennise la culture tagbana. Abdul Kader Segodogo Guédouman, RTI Boaké. Katioula, il est 20h30. La famille Alagnan et le voisinage à l'écoute de Topé, une émission de la radio locale. Cette radio valorise les contes et légendes de la région du Hambol. Auprès des auditeurs, cette émission est le symbole de la pérennisation des us et coutumes du peuple tagbana. Nous, nos grands-parents, on parlait des contes à nous, nos parents. Disons nos mères, nos pères. Nos pères nous ont légué ça. Donc nous, si aujourd'hui les contes subsistent toujours dans ce qui est la radio, comme l'audiovisuel, au moins, on peut apprendre quelque chose à nos enfants. Au nombre de 10, les conteurs viennent des 3 départements du Hambol. Ils sont supervisés pour rester dans la thématique du jour. C'est une émission phare et l'émission Topé est devenue comme le journal télévisé de la population de Katioula. Donc à partir de 20h, on nous attend. Alors il ne faudrait pas que vraiment on sorte du cadre. La narration se fait en langue tagbana. Un choix à dessein pour le directeur qui veut toucher la population rurale. J'ai estimé qu'il fallait faire revivre ces mêmes sensations que je ressentais autrefois aux enfants qui naissent aujourd'hui et aux parents, leur donner la nostalgie du bon vieux temps. Les populations s'attachent plus à leur langue et lorsque vous faites une émission en langue, elle a plus d'audience. C'est l'exemple des contes et légendes en langue qui fait environ les 90% de notre audimat. À 10 ans d'existence, la radio locale de Katioula émet dans un rayon de 15 km. Objectif, œuvrer pour la promotion de la culture tagbana à travers sa grille de programme. Près d'un millier de personnes ont marché en silence hier samedi à Ouagadougou pour dire non à la barbarie sur l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale burkinabé et théâtre d'un attentat contre un café-restaurant qui a fait 19 morts le week-end dernier. Autre titre de cette édition à Sierra Leone, les corps de 441 victimes des inondations catastrophiques qui ont touché la capitale Freetown en début de semaine ont été enterrés. Le nombre de disparus est toujours en cours d'évaluation. 600 personnes sont toujours portées disparues. Sur le terrain, les agences internationales et les ONG continuent d'apporter secours aux milliers de personnes restées sans abri, afin notamment d'empêcher l'apparition de maladies qu'entraînent habituellement les inondations
tels que le choléra et la malaria. Une prière a été dite ce dimanche en mémoire des victimes. Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons le premier vice-gouverneur du district d'Abidjan, M. Yeo Clotoloma. Avec lui, nous allons échanger sur le bilan des 3 dernières années du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Monsieur Yeo, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Sita Soro qui revient sur le parcours de 2 jeunes qui veulent bien partager leurs expériences après avoir reçu le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Une année, c'est ce qu'il a fallu à Silver pour monter son business, la production d'engrais bio. Sur 1200 mètres carrés, on peut observer différentes matières biodégradables, des déchets alimentaires, du papier toilette, des restes d'industrie, une matière première qui lui permet d'avoir sa production. Nous récupérons tout type de déchets qui est riche en humus et qui se décompose auprès d'entreprises, de structures qui fournissent en quantité. Et une fois récupérés sur notre site de production qui est basé à Benjerville, nous valorisons ces déchets-là dans un processus qui court autour de 2 mois et afin d'obtenir un produit qui est un engrais organique qui est riche en substances nutritives et puis qui est applicable sur tout type de culture. Aujourd'hui, chef d'entreprise, ce sont 11 personnes qui l'emploient. La plupart des membres de cette équipe-là sont des jeunes diplômés. Le niveau moyen, c'est Bac plus 3, Bac plus 4. Et dans des formations diverses, il y a des qualiticiens, il y a des spécialistes en sécurité alimentaire, il y a même des juristes. Il peut être fier des résultats obtenus. Les ventes se font de plus en plus grandissantes. On oscille entre environ 10 et 15 tonnes de ventes par mois au minimum. Bregbo, village situé à 8 km de Benjerville, c'est là que nous retrouvons Maïmouna. L'élevage des porcs, sa passion. Diplômée en sociologie, c'est dans l'élevage que Maïmouna s'est orientée pour dire non au chômage. Dans sa porcherie, on dénombre une 50aine de têtes. Nous avons acheté les bêtes. Nous avons acheté 10 femelles, un verra. Et nous avons aussi acheté des porcelets à engraisser. Nous avons donc commencé avec 40 têtes. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, nous avons les 10 truies sont pleines. Nous avons eu déjà 3 mises bas. Nous avons donc 16 porcelets en plus. Pour en arriver là, Silver, tout comme Maïmouna et nombre d'autres jeunes ont bénéficié du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Un concours qui vise à financer les projets de jeunes entrepreneurs. Ce prix-là nous a permis de bénéficier tout d'abord d'un financement de 5 millions qui nous a beaucoup boosté, qui nous a permis d'acquérir certaines machines et aussi des équipements pour le travail. Et aussi nous avons bénéficié de formations pendant plus de 3 mois sur des techniques de gestion de notre entreprise. Le prix nous a permis de réaliser notre rêve parce que l'élevage, c'est un rêve. C'était vraiment, on avait ça à cœur, mais on n'avait pas les moyens pour commencer. Avec le prix, nous avons pu commencer et nous voyons vraiment notre rêve se réaliser. Depuis son lancement, il y a 4 ans, ce sont plus de 100 jeunes qui ont ainsi vu leur rêve devenir réalité dans différents domaines. Le but, lutter contre le chômage et amener les jeunes à l'entrepreneuriat. Le dépôt des dossiers de candidature pour l'édition 2017 débutera le 21 août prochain pour prendre fin le 26 août. Tous les candidats peuvent se rendre sur le site www.abidjan.district.ci pour s'inscrire. Monsieur Yeo, depuis quand existe ce prix et en quoi consiste-t-il? Merci beaucoup. Je voudrais indiquer que c'est au nom du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé, qui est la véritable cheville ouvrière de ce prix qui a été institué sous le haut leadership donc, du chef de l'État, que nous sommes là ce matin donc, pour parler de ce prix. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent existe donc depuis 2014. Cette année, nous sommes à la 4e édition qui s'ouvre déjà demain pour se terminer le 26 du mois prochain.
Cet important prix consiste pour nous à accompagner le gouvernement dans les efforts qui sont faits pour lutter contre le chômage. Il est donc question de susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes, de les accompagner afin qu'ils puissent exprimer leur génie créateur à partir donc de la création d'activités génératrices de revenus. Alors, qui est le garant de ce prix? Le garant de ce prix n'est autre que le district d'Abidjan. Le district d'Abidjan donc, est le garant de ce prix. Depuis 2014, vous l'avez dit à l'instant, ce prix existe. Combien de jeunes l'ont déjà reçu? Depuis que ce prix existe, j'ai dit que nous étions à la 4e édition. Pour bientôt? Mais déjà, pour les 3 éditions passées, nous avons pu dégager une enveloppe de 630 millions de francs CFA, enveloppe qui a permis donc d'installer 100 jeunes. 100 jeunes dans les différents quartiers du district autonome d'Abidjan. Et il faut dire que notre satisfaction est d'autant plus grande que ces 100 jeunes nous ont permis donc de créer d'autres emplois à hauteur de 500 au bénéfice donc d'autres jeunes ivoiriens. Et la réussite donc de ce projet pour nous est estimée à près de 85%. Donc c'est une grande satisfaction pour nous donc que ce prix se porte très bien. 85% de réussite et le reste, les 15% qui restent. Oui, les 15% qui restent, ce ne sont pas des projets qui ont disparu, mais ce sont des projets qui sont un peu à la traîne et nous nous donnons les moyens donc de les amener à s'améliorer donc dans la gestion de ces projets. Très bien. Alors le montant reçu par chaque jeune, chaque lauréat est estimé à combien? Je dois préciser que pour la première édition, en 2014, nous avions primé 20 jeunes qui ont bénéficié chacun de 10 millions pour leur projet. Pour les autres éditions, c'est-à-dire la 2e, la 3e, puis la 4e, nous avons pensé à redimensionner les projets pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de jeunes puissent bénéficier de ce financement, si bien que de 20, nous sommes passés à 40. 40 en quelle année? En 2015, nous sommes passés à 40. En 2016, 40. En 2017, nous serons à 40. Et cette année, 40 encore? 40. Bon, ça va rester stable, hein? Ça ne va pas évoluer? Ça dépendra. Parce que déjà, je dois dire que Monsieur le gouverneur a été déjà approché par bon nombre d'Ivoiriens pour voir dans quelle mesure est-ce que nous ne puissions pas faire d'autres efforts pour permettre qu'un plus grand nombre puisse donc bénéficier de ce prix. Très bien. Alors, dites-nous, Monsieur Yo, je dirais peut-être sincèrement, est-ce qu'il y a de la transparence dans l'attribution de ce prix? Je dois vous dire que ce prix porte l'illustre nom du président de la République. Tout à fait. Le président de la République qui prône l'excellence et qui a mis au cœur de son programme de gouvernement la lutte contre le chômage. Donc un prix qui porte son nom ne saurait être complaisant. En tout cas, pour ce qui concerne ce prix, la transparence est de mise. Depuis la collecte des dossiers, nous les donnons à l'AGEFOP. L'AGEFOP fait la présélection et ensuite un jury est composé donc pour étudier les différents dossiers et procéder donc au choix des projets qui doivent être primés. Au titre donc des membres du jury, nous avons des représentants de l'AGEFOP, nous avons des représentants de la Chambre de commerce, nous avons des représentants du CEPICI, nous avons des représentants de l'Association des banques. Donc c'est tout ce monde-là qui compose le jury qui statue donc sur les projets. Le district n'intervient à aucun moment. Nous n'attendons que les résultats. Le jury met les résultats à notre disposition et c'est en cela que notre travail recommence. Et vous vous mettez les moyens à la disposition des lauréats? Oui, la mise des moyens à la disposition des lauréats respecte donc une stratégie. Pour un projet qui bénéficie de 5 millions de francs comme financement, nous allons procéder par décaissement successif, lié donc au développement du projet sur le terrain. Les pétitionnaires ouvrent des comptes dans des structures bancaires de la place où nous virons le montant donc alloué au projet. Et au fur et à mesure, comme je l'ai dit, du développement du projet sur le terrain, nous procédons au décaissement. Alors, qui est habilité à déposer un dossier et remporter le prix? Bien, tout jeune Ivoirien peut donc
postuler, pourvu qu'il soit âgé de moins de 40 ans, qu'il réside sur l'espace de compétence du district autonome d'Abidjan, qu'il soit porteur d'un projet viable et qu'il ait la volonté d'entreprendre. Alors, si un jeune habite, par exemple, à Bouna, il a un bon projet, très bon projet, il ne peut pas compétir, c'est pas possible. Ben, vous savez... S'il dépose son dossier et qu'il vient résider à Abidjan. S'il dépose son dossier, s'il vient résider à Abidjan, si l'espace du district d'Abidjan est le lieu de la réalisation du projet, nous le prenons en compte. Tout à fait. Là, c'est bien précis. Alors, combien coûte le dépôt d'un dossier? Ça aussi, pour rassurer les jeunes. Je dois dire que le prix Alassane Ouattara est gratuit. Le président de la République a instruit le gouverneur du district d'Abidjan pour que ce soit totalement gratuit. Le financement que nous apportons également est gratuit, est à fond perdu. Il n'y a pas de remboursement. Donc, c'est le lieu d'appeler nos jeunes à plus de vigilance pour ne pas se laisser perturber par quelques individus mal intentionnés, de mauvaise foi. En tout cas, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais à payer. Le financement est non remboursable. Alors, financement non remboursable. Alors, après avoir reçu ce prix pour un jeune, quelle politique de suivi vous mettez en place justement pour permettre à ces jeunes de pouvoir réaliser leur projet et ne pas prendre cet argent et se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple? Oui, je dois dire que, évidemment, ce prix, c'est pour nous un moyen de lutter contre la calamité. Donc, il consiste à voir partir nos jeunes gens, mourir dans les mers. C'est déjà pour lutter contre ça. Donc, dès l'instant où un jeune a un projet qui a été choisi, nous les faisons passer par notre centre d'incubation, où nous avons des experts de haut vol qui s'occupent de leur encadrement, qui les forment au rudiment de la gestion d'une entreprise. Ils sont au sein du district, hein? Ils sont donc dans nos annexes du district, au niveau de l'immeuble Le Signal, sur le boulevard de la République. Très bien, voilà. Allez-y. Donc à ce niveau, au centre d'incubation, ces jeunes sont pris en charge. Nous les encadrons, nous les formons et ensuite nous les suivons au quotidien sur le terrain. Des visites sont organisées pour qu'à chaque moment, nous puissions nous rendre compte de l'évolution de ces projets-là. En tout cas, il n'est pas question qu'un jeune bénéficie de ce prix et qu'il bénéficie de cet argent pour tenter d'autres aventures. Ce n'est pas possible. La façon dont le prix est géré ne leur permet d'ailleurs pas cela. Alors, comment le fonds est décaissé? Celui qui a 5 millions, par exemple, comment c'est décaissé? Si vous avez 5 millions, vous allez vous installer. Vous n'allez pas vous installer du coup un seul jour. C'est progressivement que vous vous installez, que vous commencez à produire. Donc le décaissement est fait en fonction des besoins du moment. Vous avez besoin d'une certaine somme pour vous installer. Vous avez besoin d'une certaine somme pour acquérir des outils. Donc c'est au vu donc, de la nécessité que nous procédons au décaissement. Et comme je l'ai dit, c'est un décaissement échelonné. On ne donne pas les 5 millions du coup, mais c'est au fur et à mesure que nous décaissons l'argent. Alors, chaque année, il y a un super prix. De quoi s'agit-il? Le super prix a été institué par monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan pour récompenser les 3 meilleurs projets de l'année précédente. Il y a le super prix qui est doté d'une enveloppe importante de 5 millions de francs CFA et il y a 2 prix d'encouragement qui, eux, sont dotés d'une enveloppe de 2500 chacun. 2 500 000 chacun, soit une enveloppe totale de 10 millions de francs CFA. Cela n'a rien à voir avec l'enveloppe qui a été dégagée au préalable pour la mise sur pied donc, du projet. Ce n'est pas du tout la même chose. D'où le nom Super Prix. Super Prix. Super Prix. Alors, je voudrais, avant de refermer notre entretien, revenir avec vous sur la transparence de ce prix pour une dernière fois, pour assurer l'ensemble des Ivoiriens.
Merci beaucoup. Je voudrais rassurer les Ivoiriens pour leur dire que ce prix qui porte l'illustre nom du président de la République est totalement transparent. Le ministre Robert Begré-Mambé met un point d'honneur à ce que ce soit ainsi. Et je vous l'ai dit tantôt, dès que les dossiers de candidature sont reçus par nos services, nous les confions à l'AGEFOP qui fait la présélection. Les dossiers présélectionnés sont ensuite donnés à un jury. Je vous ai donné tout à l'heure la composition de ce jury-là. Et il lui revient de statuer sur la viabilité donc, de ces projets et nous remettre les résultats. Nous n'attendons que les résultats. Nous n'intervenons pas vraiment dans le process du choix. Nous attendons que le jury compétent, que je salue d'ailleurs pour leur haute contribution aux éditions passées, nous remette donc les résultats de leurs travaux. Et la 4e édition débute. La 4e édition. Est-ce qu'il y a des innovations? Oui, les innovations, c'est que pour ce qui concerne la 4e édition, on peut aller sur notre site www.abidjan.district.ci. Là, il y a un formulaire qu'on peut télécharger qui consiste à aider les candidats dans la rédaction donc, du projet et puis un formulaire d'identifiant qu'ils peuvent remplir. Et après cela, donc, les dossiers peuvent être déposés, comme je l'ai dit, à l'immeuble Le Signal sur le boulevard de la République. Ces dossiers, une fois déposés, comme je l'ai dit, vont suivre donc la procédure normale. Mais il faut insister. Gratuitement. Je le répète, gratuitement. Et je dois insister pour dire que nous commençons à recevoir ces dossiers-là à partir de demain. À partir de 7h30 dans nos services, au niveau de l'immeuble Signal, nous procédons donc à la réception des dossiers jusqu'au 26. Donc nous allons du lundi 21 jusqu'au 26. Et c'est déjà demain à partir de 7h30. Monsieur Yo, merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Restez avec nous, nous allons continuer, mais avec du sport. Vous aimez le sport? Bien sûr. Le football. Alors sachez que les éléphants locaux footballeurs se qualifient pour le championnat d'Afrique des Nations après leur victoire 1-0 face au MENA du Niger. Battus 1-2 à Niamey, les éléphants locaux se devaient de réagir et la réaction a bien eu lieu. Une qualification acquise dans la douleur, d'autant plus qu'elle a mis du temps à se dessiner, mais les poulains de Kamara Ibrahim ont fait preuve de patience. Gênés considérablement par l'impact physique des Nigériens et de nombreux arrêts de jeu qu'ils ont provoqués suite à des blessures imaginaires en vue de grappiller des minutes. Les éléphants ont finalement obtenu gain de cause dans les ultimes instants de la partie. Sur un corner, Sila Bonfa délivre les siens en inscrivant l'unique but du match. Grâce à cette victoire et au but marqué à l'extérieur, la Côte d'Ivoire accède à la phase finale du CHAN 2018 prévu au Kenya. Allez, bravo messieurs. Le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de l'amitié Armée-Nation a été donné ce samedi à l'école de gendarmerie d'Abidjan en présence du ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Samuel Meich. National de la gendarmerie a connu son ambiance des grands jours grâce au tournoi de l'amitié Armée-Nation. Les troupes issues des écoles des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des eaux et forêts, de la police maritime ont répondu massivement à l'appel de leurs supérieurs et des organisateurs au cours de la première journée. Entouré du ministre des cultes Yao Noël, du général de division des armées Touré Sekou et du général de brigade, commandant supérieur de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a donné le coup d'envoi de cette compétition. Les gendarmes, les militaires, vous êtes autorisés à sourire pendant ce tournoi, à vous embrasser les uns les autres pendant ce tournoi. Et aux autres équipes civiles, ne soyez pas crispés.
Libérez-vous, c'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est la cohésion, c'est le rapprochement, c'est la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire qui s'embrasse. Nous souhaitons que ce tournoi se déroule dans un parfait esprit de fair play. L'École nationale de gendarmerie en rouge a infligé une correction à l'équipe de la presse sportive en bleu, sur le score sans appel de 8-0. Pour terminer, la police nationale, à travers Kone Bakari, ex-gardien de but de la SEC Mimosa, a ajouté une touche particulière à cette cérémonie, grâce à une séance de fitness. En marge de la rencontre, les participants ont tous adhéré à l'opération don de sang pour aussi contribuer à sauver des vies. Tout ceci sous la supervision du Centre national de transfusion sanguine. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Victorine Yaouyoboué. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.